pêche. Maintenant, évidemment, les Premières Nations sont interpellées par la campagne électorale. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a des ententes qui se négocient, il y a des votes qui se prennent, il y a des revendications territoriales. La vie continue au sein des communautés des Premières Nations. Pour en parler, d'ailleurs, il y avait une marche là, il y a quelques jours là, à Montréal, dans d'autres villes canadiennes. Regardez l'article ici de la presse qui date du 12. Trop peu de place pour les Premières Nations. Ça nous fait plaisir d'en parler avec Ghislain Picard, qui est le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous sentez un quelconque espoir dans la campagne de la part d'un parti ou est-ce que vous vous y retrouvez? Bien, écoutez, à ce stade-ci, on est à peine à quelques jours du vote et il y a encore des questions importantes qui se posent quant aux intentions des partis. On aurait cru que cette fois-ci, étant donné la longueur exceptionnelle de la campagne électorale, 2 mois et plus, que les partis auraient eu assez de temps pour vraiment afficher leur couleur par rapport aux enjeux autochtones. Oui. Et on y a à peine référé lors des débats télévisés. Et ce qu'on voit maintenant, évidemment, c'est une série de promesses électorales d'un parti ou d'un autre là, sur les enjeux. Mais en même temps, ce qui est important sans doute de préciser, c'est que on sort d'une décennie avec les conservateurs où le dossier autochtone a été vraiment loin des priorités. Sinon, ça a été par voie d'imposition de différentes législations et la confiance est vraiment à son plus bas du côté des dirigeants autochtones par rapport au parti. À l'ensemble du système. Donc, il faut rebâtir tout ça, repartir à zéro. Et après ça, peut-être se doter d'un vrai plan pour redresser, finalement, faire le rattrapage nécessaire d'un point de vue social et économique. Mais pensez-vous, on pourrait penser, là, moi, évidemment, je suis philosophe tout haut, là, vous êtes dans le feu du combat. Est-ce que le NPD ou les libéraux, par exemple, Justin Trudeau devient premier ministre, est-ce que le Canada va enfin signer cette convention-là internationale à l'ONU concernant le droit des peuples autochtones? Il me semble que ça serait déjà la première affaire. Ben écoutez, on est déjà, je pense qu'on a déjà passé cette étape-là, malgré qu'il faut préciser que ça a quand même pris 3 ans au présent gouvernement, au gouvernement sortant, oui, avant d'endosser la déclaration entre 2007 et 2010. Mais l'endosser la déclaration et la mettre en œuvre dans le droit interne. Dans le droit interne, là, c'est deux choses. Oui, exact. Et c'est là où on constate là, un vide total, parce que un des premiers gestes que les gouvernements des différents États qui ont adopté la déclaration ont fait, c'est de vraiment harmoniser le contexte local, le contexte interne, comme vous dites, c'est-à-dire au niveau des politiques et des lois. Et c'est ce que le gouvernement actuel n'a pas fait. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que le député néo-démocrate Romero Saganache avait proposé un projet de loi en privé qui demandait exactement ça. Et c'est pas plus tard qu'à la dernière session. Bien, espérons. Là, malheureusement, le Parlement est dissous, mais je peux pas croire que ça sera pas mis sur le dessus de la pile. Bien, écoutez, ce serait dans la normale des choses, une suite logique, là, sachant que on insiste toujours là-dessus. Il y a un contexte constitutionnel qui est unique, il y a un contexte historique, évidemment, aussi. Légal aussi, plusieurs décisions de la Cour suprême là, qui nous ont été favorables. Et tout ça aurait dû normalement avoir comme conséquence une refonte majeure des politiques internes du Canada à l'égard des Premières Nations. Et on est toujours en perte de vitesse de ce point de vue-là. Bien, j'ai été surpris. Évidemment, je vous amène sur un terrain plus particulier. C'est le fameux floche que la Ville de Montréal veut faire dans le fleuve Saint-Laurent. On a vu le chef des Abénaquis, M. Landry, je crois, faire une sortie publique en disant, c'est dans notre territoire de pêche traditionnelle, le lac Saint-Pierre, corrigez-moi, et en plus, ça tombe dans notre période aussi de pêche, et on n'a pas donné notre autorisation. Alors, s'il faut donner une autorisation, comment ça se fait qu'on ne l'a pas demandé? Bien, écoutez, ça fait partie, je dirais, des défauts du processus politique.
Et malheureusement, on se retrouve souvent en situation où il faut toujours faire un rappel sur les questions d'obligation en matière de consultation. Et je vous réfère ici d'ailleurs à des arrêts de la Cour suprême qui sont très, très clairs en la matière et à la déclaration de l'ONU aussi, dont on parlait un peu plus tôt, qui, je veux dire, en 46 articles, la question de la consultation est inscrite dans au moins le tiers de ceux-ci. Donc, il y a une pratique, une espèce de réflexe politique aussi qu'il nous faut avoir, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas-ci. Mais en même temps, et je pense que de notre côté aussi, on se retrouve souvent, et trop souvent peut-être avec un peu le fardeau de la preuve, l'odieux, si vous voulez, de faire la démonstration de bonne foi et de bonne volonté. Vous parlez des Abénaquis, on pourrait facilement parler de la nation Mohawk qui est à peu près dans la même situation. Oui. Toutes les nations qui sont sur le bord du fleuve, mais sur lesquelles il existe toujours aujourd'hui une forme de titre ancestral sur le territoire. Donc, il y a ces questions fondamentales là, qui, un jour ou l'autre, devront être réglées. Sans ça, on entretient, je dirais, l'instabilité, l'incertitude politique. En terminant, Monsieur le grand chef, évidemment, moi, je reste tout près d'Akwesasne, j'y vais à tous les jours, c'est merveilleux. Mais quand on passe sur la route 37, évidemment, le territoire est sur 3 juridictions blanches, New York, Québec, Ontario. On voit des panneaux de plus en plus de la Société des Warriors qui ont des messages vraiment d'engagement. Est-ce que ça commence à bouillir dans les communautés? Bien, écoutez, ça dépend de ce qu'on entend par bouillir, mais c'est très clair et je prends en exemple la présente campagne électorale où il y a beaucoup de leaders que moi je représente au Québec-Labrador où les gens disent, bon, est-ce qu'on peut trouver une façon de tourner respectueusement la page sur plein d'exemples de notre passé qui a été désastreux et je veux dire avec tout le respect qu'on doit aux personnes qui ont vécu ces bouleversements-là sur le plan physique, psychologique et autres, et vraiment être en mode action, être en mode proaction. Parce que il faut trouver la bonne façon d'engager le gouvernement et pas n'importe quel prix. Et surtout, avant même de poser un geste quelconque pour essayer de redresser ces situations qu'on juge déplorables, ça prend un gouvernement qui accepte de s'engager à une table sur une base égale. Si c'est toujours l'esprit colonialiste d'un gouvernement qui en impose un autre, évidemment, c'est pas une bonne recette, ça marchera pas. Est-ce que Jean Chrétien a été un bon bonhomme pour la relation avec les Premières Nations? Quand on regarde ça avec un recul. Là. Ben, quand on regarde ça avec un recul, il y en a plusieurs qui diront, bon, la Commission royale sur les peuples autochtones, hein, dont on avait dit, on n'avait jamais vu d'aussi grand chantier là pour vraiment jeter un regard sur la question des peuples autochtones en long, en large, sur le plan social et économique. Ça a commencé sous l'ère des conservateurs, ça finit sous l'ère des libéraux. Et la réponse libérale a été très, très limitée à ce moment-là. C'est ce que je relate là, des commentaires du leadership à l'époque, des dirigeants à l'époque, c'est-à-dire que c'était une réponse qui n'était certainement pas à la hauteur des recommandations formulées par cette commission-là. Oui. Donc, je pense que nous avons une histoire avec les libéraux. L'époque de M. Chrétien comme ministère des Affaires indiennes en 69, ça a été le livre blanc. Et donc, il y a pas nécessairement des histoires heureuses là, indépendamment où on se situe, mais le plus important, c'est de trouver, c'est vraiment d'ouvrir un autre chapitre où là, nos peuples risquent de s'y retrouver. Et en fonction de la hauteur de ce qu'ils représentent aussi. Bien, je vous le souhaite beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que c'était une période assez chargée aussi là, dans votre agenda. Merci bien d'avoir été avec nous. Merci, M. Gendron. À la prochaine. Au revoir. C'est Ghislain Picard qui est le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.
Et évidemment, c'était la Journée nationale des Premières Nations aussi cette semaine. C'était vraiment une période intense. On est en campagne électorale. Il y a eu des représentations, des marches. Et souvenez-vous du Parti conservateur. C'est sûr, on a la mémoire très longue quand on remonte jusqu'à McDonald. McDonald. Qui est-il? Premier ministre canadien conservateur qui a envoyé les arpenteurs dans l'Ouest canadien pour écraser qui? Les Métis, les Premières Nations. Évidemment, l'histoire ne se répète pas, autre temps, autre mœurs, mais on voit l'insensibilité de ce gouvernement-là actuel. Est-ce que Justin Trudeau fera mieux? C'est à suivre. On prend une brève pause, on parle de vote de ninja avec Jimmy Larouche, tout de suite après la pause.